Les grands perdants sont les films plébiscités par le public, Germinal et Les Visiteurs. Pour le plaisir, on revoit l'intervention du gauchiste de service, comme il s'est nommé, Jean-Pierre Bacry. Moi, j'ai décidé, n'ayant rien préparé, de faire le gauchiste de service. Et deux, toujours eux-mêmes, Toubon et Carignon, je précise que nous tous, les supporters de Canal+, nous resterons très très vigilants sur cette indépendance que nous tenons à ce qu'ils conservent. Voilà. Le printemps n'aura duré qu'une journée. La pluie est de retour. Les prévisions de Sophie Lovers. Grisaille et pluie au programme de cet après-midi. Bref, un temps idéal pour se plonger dans sa déclaration d'impôt. On jette tout de suite un petit coup d'œil sur la carte. Le temps sera variable de la Normandie à l'Aquitaine, couvert du Nord-Pas-de-Calais au Limousin. La pluie s'en mêlera de la Champagne-Ardenne au Languedoc-Roussillon et au Midi-Pyrénées. À l'avant, le ciel sera variable, à l'exception de la Côte d'Azur et de la Corse, qui profiteront de quelques éclaircies supplémentaires. Quant au vent, ils souffleront jusqu'à 90 km/h sur le pourtour méditerranéen, ainsi que sur le Massif central et la vallée du Rhône. On passe aux températures, elles resteront très agréables. La minimale sera de 11 degrés à Lille, la maximale de 20 degrés à Biarritz et il fera 13 degrés à Paris. Télédimanche tout de suite avec Michel Denisot. Excellent après-midi. Océanique par Nokia, les nouveaux horizons de la télévision. Salut, lendemain de fête, lendemain de César. Nous y reviendrons avec le couple Clémentine Célarier et Fabrice Lucchini qui a assuré la présentation des 19e César hier soir sur Canal. Sinon, beaucoup de voyages aujourd'hui. Voyage dans le temps avec Charlemagne, trilogie de Marcel Julien dont le premier épisode est diffusé lundi soir sur France 2. C'est une production européenne de 90 millions de francs, un événement attendu. Voyage à Lillehammer, dans les coulisses des télés du monde entier. Voyage à New York, où les télés américaines ont utilisé à fond la rivalité entre les deux patineuses, Tonya Harding et Nancy Kerrigan. Voyage Los Angeles-Paris pour David Hasselhoff, héros de K2000 et d'Alerte à Malibu, il est là. Voyage à Metz avec Fabienne Egal pour RTL Télévision. Enfin, voyage en taxi de M6 à Canal pour Patrick de Carolis, patron de l'info sur la 6e chaîne et présentateur de Zone Interdite. Enfin, voyage habituel mais toujours surprenant, le zapping. On se retrouve juste après pour une première analyse avec Michel Lemerle. Mais tout de suite, l'allocution du président de la République. Mes chers compatriotes, en une semaine, le bilan français n'est pas extraordinaire quand même, il est carrément même limite de la déception. C'est pas terrible quand on voit ça, effectivement, on peut être un petit peu déçu. Pourtant, moi je crois qu'il faut rester optimiste. Il y a encore une semaine, les Français commencent à marcher, les résultats commencent à pleuvoir. On l'a vu avec Philippe, on l'a vu avec Anne Briand il y a 2 jours là, et ça va venir la deuxième semaine. Oui, et bien là ça va très 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 loin. Vous regardez bien, regardez bien. Oh, extraordinaire, extraordinaire ce saut de Nishikata, plus de 135 mètres, il est heureux, il y a de quoi. Il doit permettre sans doute au Japon... Chaque année, des récompenses sont attribuées à des chanteurs, des comédiens, des séries télévisées par différents jurys professionnels. Au Club Dorothée, c'est vous qui décernez les clubs d'or. Vous avez une série, un dessin animé préféré, un chanteur, une chanteuse et un groupe que vous adorez. Un comédien, une comédienne que vous aimez énormément. Alors, votez pour eux. Moi, j'ai décidé, n'ayant rien préparé, de faire le gauchiste de service. Et deux, toujours eux-mêmes, Toubon et Carignon, je précise que nous tous, les supporters de Canal+, nous resterons très très vigilants sur cette indépendance que nous tenons à ce qu'ils conservent. Voilà.
En Algérie, l'assassinat d'un libraire français pourrait bien provoquer une nouvelle vague de départ de nos ressortissants. On frictionne à présent la tête de Jean-Marc Morandini, comme on le fait pour les nouveau-nés, étant donné que l'initié est comme un nouveau-né dans le groupe. Nous entrons dans cette vaste zone d'habitation par le quartier récemment occupé, le Val-Fouré, dont les travaux ont été lancés en 1963. La vie y a déjà pris naissance. Nous longeons des HLM. Admirez combien la végétation est dense et vigoureuse. Vous auriez pu dire à Bernès, il faut le faire. Il pourrait n'y avoir aucune preuve. Bernès sait que vous l'avez demandé et ce ne sera jamais prouvable. Oui, mais je peux aussi dire que juste avant l'émission, vous avez peut-être mis le nez dans la farine. Hein. Oui, mais j'ai pas votre farine. Attends, hein, puis peut-être je pourrais jamais le prouver. Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Je voudrais savoir comment on fait pour se masturber. Ah. Alors là, Viviane, débrouille-toi. Ça ne te concerne pas, Thierry? Si, comme tout le monde. Oui, Fabrice, oui, Fabrice. Oui, je me suis changée, oui. Oui, Fabrice. Pas pour toi, Fabrice, enfin un petit peu, si quand même. Je sais, c'est énorme. Ça va, je sais. Non, mais c'est énorme au sens le plus efficace du terme, le plus rabelaisien. C'est pas énorme dans le côté lourd. Oui, bien sûr. C'est énorme au niveau de la réalité. C'est-à-dire que... Bien. Quel nom? Eric. Oui, là, faut peut-être pas non plus exagérer. Hein. I'm going to try and sing this song from both ends. This is a shortened version. I met him on the Monday and my heart stood still. Somebody told me that his name was Bill. Orang-outan dans la jungle de Bornéo. Maîtrise du geste, évaluation des distances, appréciation de la résistance des branches. C'est par le jeu que les jeunes singes atteignent à cette sûreté. Avant de retrouver Marcel Julien, les dernières nouvelles de la télé avec Marc-Olivier Fogiel. Pas tout à fait un an après la prise d'otage de la maternelle de Neuilly, Mireille Dumas s'intéresse à la condition d'otage. Elle recevra donc dans un prochain ballet masque les principaux protagonistes donc de cette affaire de Neuilly. Ludovic Chancel a des parents célèbres puisqu'il s'agit de Sheila et de Ringo et il pourrait lui aussi le devenir. France 2 devrait en effet lui confier une émission destinée aux jeunes intitulée La rue des ados. Après avoir consacré une nuit à Jean Poiret au mois de décembre, Canal+ en consacrera une autre le 21 avril à Michel Serrault. La chaîne diffusera en effet un documentaire intitulé Tel est Serrault et 4 films dans lesquels il a bien évidemment joué. Les chemises quelque peu originales de Lionel Cassan ne sont pas du tout au goût de la nouvelle direction de France 2 qui lui a fait savoir qu'il était préférable qu'il porte des vêtements plus classiques. L'animateur de Matin Bonheur va donc changer sa garde-robe. À peine de retour de Lillehammer, Surya Bonali retrouvera la glace et la télé puisqu'elle sera aux côtés de Jean-Pierre Foucault dans un sacré soirée spéciale Holiday on Ice qui sera diffusée à la fin du mois de mars sur TF1 alors qu'elle sera au championnat du monde. Et pour terminer, même si vous avez été des téléspectateurs assidus des JO et que vous avez donc rien manqué, voici des images que vous n'avez pas pu voir. Regardez. Ah, j'aurais dû mettre mon caleçon long. Ça, j'ai fait une grosse connerie. Grave erreur. Mon cher Patrick, bonjour, ici Lillehammer où les chevaux sont rentrés sur la glace. Ok. Voilà, et dans un instant, Michel Denisot s'intéresse à Charlemagne avec Marcel Julien dans Télé Dimanche. Le premier invité de Télédimanche est Marcel Julien, ancien mineur de fond, laveur de voitures et résistant. Marcel Julien a eu au moins 3 carrières parallèles et parallèlement réussies. Une dans le livre, une dans le cinéma et une autre à la télévision. Bonjour. Bonjour. Pour laquelle vous avez été, la télévision pour laquelle vous avez été producteur, scénariste et PDG. Michel Royer le prouve.
Les premières fois où le nom de Marcel Julien apparaît sur le petit écran, on les trouve dans des émissions littéraires. C'est normal, il est alors éditeur et écrivain. Mon principal personnage est un professeur de médecine, et dans lequel tout de même il y a d'abord à vaincre le sens du ridicule pour... Quelques années plus tard, on le retrouve dans les génériques de séries très populaires dont il signe l'adaptation et les dialogues. À commencer par le Lagardère de Jean-Pierre Decour avec Jean Piat dans le rôle du bossu. Tu es folle, il est proscrit. Justement, il a besoin qu'on l'aide. Tu ne dirais pas ça s'il était laid, boiteux. Un très grand succès. Même chose pour Les Rois Maudits de Claude Barma en 72, sans doute la plus importante reconstitution historique de la télé française. Avec le même Jean Piat, avec aussi certaines audaces inhabituelles pour l'époque. Après l'éclatement de l'ORTF, il est choisi par Valéry Giscard d'Estaing pour devenir en 1975 le premier président d'Antenne 2. Un président très actif qui ne craint pas d'aller au charbon, comme ici, à l'occasion d'une annulation musclée d'un dossier de l'écran consacré à l'antimilitarisme. Ce soir. Je crois qu'elle est bonne maintenant, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas le débat et qu'il aura lieu, je le reproposerai avec tous les participants prévus, un autre jour avec tout le monde. Et à partir du moment où quelqu'un vient s'asseoir dans votre bureau pour être invité, il ne veut plus être invité ce soir. Nous pensons de notre devoir de faire de la télévision pour un peuple adulte. Un peuple qui ne cache pas ses yeux dans ses mains. Autre exemple, un an plus tard, lors d'un scandale provoqué par la programmation d'une émission sur le maréchal Pétain. Sans oublier ce qu'il a souffert. Au moment même où je vous parle, le studio où doit se dérouler les dossiers de l'écran, cette émission consacrée à Pétain, ce studio a été envahi par la force pour que notre émission ne puisse pas se dérouler, sans doute au nom de la liberté. Ayant réussi à faire d'Antenne 2 une chaîne vivante et inventive, il est naturellement remercié fin 77. Avant de nous quitter, Monsieur Marcel Julien, président directeur général d'Antenne 2. Vous présentez les vœux d'Antenne 2. L'esprit de création et de liberté, qui, comme l'a dit le président de la République, fait désormais partie de la personnalité d'Antenne 2, il sera toujours protégé et maintenu. Le voici producteur d'émissions culturelles, comme celle-ci, consacrée à la poésie, dans laquelle on découvre un Jacques Martin féru de Rimbaud. Sur la place taillée en mesquine pelouse, square où tout est correct, les arbres et les fleurs, tous les bourgeois poussifs qui étranglent les chaleurs portent les jeudis soirs leurs bêtises jalouses. C'est l'ensemble du paysage audiovisuel français qui va changer. Après plusieurs adaptations pour des fictions, il est chargé, en pleine privatisation, d'une mission sur la notion de service public, dont les recommandations resteront dans les tiroirs. Conseiller de Francis Bouygues puis du super-président Guillaume, il s'en retournera finalement vers ses chers livres. Et que derrière le téléspectateur, on cherchait les lecteurs. Ça vous va? Oui, non, ça va très bien. Ça me fait toujours un drôle d'effet. Je ne me souvenais pas de tout. Mais d'avoir retrouvé l'oiseau, ça m'a fait quelque chose. Alors, avant d'en venir à Charlemagne, qui est votre actualité, deux mots sur votre carrière dans l'audiovisuel. Comment fait-on pour durer, comme vous le faites, dans le service public? Je crois qu'il faut s'en éloigner. Hein, la première idée intéressante, je veux dire, il faut faire encore de la télévision, la faire pour le service public, ce qui est mon propos, et ne pas être dedans. Je pense que j'ai donné ce que je devais donner. Je pense que j'ai été un Kleenex utilisé pendant 3 ans. Quand j'ai quitté la présidence, j'ai dit au président de la République, je crois que vous avez eu 2 bonnes idées, celle de me nommer alors que je n'étais pas du tout prévisible, même pour moi, et ça a donné l'illusion que la délivrance venait et que la liberté était venue, et puis de me virer parce que, on va appeler ça autrement, mais ça reviendra au même, parce que maintenant il vous faut quelqu'un du bâtiment, j'entends par là, qui soit féal du gouvernement et non pas de l'État seulement. Alors, on en arrive à Charlemagne. Pour faire, on voit que vous avez fait d'autres scénarios sur l'histoire, mais là, on ne trouve pas de document à l'INA. Sur quoi travaille-t-on? Oui, vous devez être à peu près comme moi. Moi, quand on m'a appelé de Pathé Télévision pour me dire il faut prendre un avion, n'importe quoi, être là demain matin, parce que des Italiens, des Anglais, des Allemands et des Français se mettent d'accord pour faire un Charlemagne pour l'année de l'Europe. Je savais de Charlemagne qu'il avait été couronné en l'an 800, merci. Je savais qu'il avait créé l'école, encore merci ou pas merci. Et je savais Roncevaux,
Roland, Ganelon, etc. Bon, je voyais la place que dans la chrétienté du 8e siècle avait tenu immense Charles. De là à penser qu'il y avait 3 fois 1h30 de dramatique, j'en étais pas sûr. J'ai donc demandé les 2 ou 3 jours. Les Italiens avaient travaillé énormément sur les décors et les costumes et avaient énormément rassemblé de matériaux. Quand j'ai vu ces matériaux, j'ai eu envie, j'ai eu un coup de cœur pour Charles, et ce Charles dépoussiéré de la barbe fleurie, accessoire naturel des gens sages et des grands rois, m'a pris par la main. Depuis un moment, c'est lui qui dirige les choses, c'est lui qui a dû me conduire ici. Je suis derrière Charles. Mais est-ce qu'on a des doutes quand on travaille sur un personnage comme Charlemagne? Le problème est de savoir que nous naviguons, Macorlan appelait ça naviguer entre des sécurités permises. Les sécurités permises, ce sont les plots mis en terre par les documents d'histoire qui restent. Étant entendu que personne ne sait s'ils sont sincères, ces documents, puisque le roi qui écrit peut écrire un mensonge à quelqu'un, nous allons le prendre pour une volonté qu'il avait. Donc prenons-les pour tels, plus, dans le cas précis de Charles, les mensonges de la poésie en ce qui concerne la chanson de Roland. Avec tout ça, il faut naviguer, il faut garder Durandal, il faut garder Ganelon et Roland, même si on n'est pas sûr. Et avec tout ça, dans l'inconscient français, arriver à trouver un monsieur immense pour son époque et tout sacrifier à lui. Alors nous allons voir quelques extraits de ce Charlemagne dans le premier épisode et diffusé demain sur France 2. Je crois qu'on va reparler de l'audience dans un instant puisque les épisodes sont déjà sortis, en particulier en Italie, et vous me direz comment ça a marché. Alan Rothschild avec des extraits et puis des extraits du tournage aussi. Bref rappel historique. Charlemagne est né en 742 de l'union de Pépin le Bref et de Berthaud Grandpied. À la mort de son père, roi des Francs, il se partage à 26 ans le royaume avec son frère Caroloman. Le 25 décembre de l'an 800, il est couronné à Rome empereur d'Occident. Ce géant de près de 2 mètres ne connaissait pas la peur. Il n'avait pas de barbe fleurie, mais débordait de richesses, de femmes et de concubines. C'est grâce à cet homme assoiffé de connaissances que les enfants sont toujours obligés d'aller à l'école. Non, 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 Charles. C'est ton sang. Rien de tout ça n'est ta faute, Pépin. La vie aussi s'est jouée de toi. Précision sur l'événement cathodique. Charlemagne, le prince à cheval est une coproduction européenne en 3 épisodes d'1h35. Ce feuilleton historique a été réalisé par le Britannique Clive Donner en 35 mm. You don't turn and offer her the chair. You do it here like that. So you arrive. Cette série co-scénarisée par Marcel Julien et Jack Russell se veut dans la mesure des faits connus une reconstitution historique. Pour réussir ce pari, 30 spécialistes, stylistes, concepteurs de décors, dessinateurs de costumes ont uni leurs talents en Hongrie, pays d'accueil du tournage. Les 53 acteurs ont interprété l'intégralité des scènes en anglais. Christian Brendel, découvert par le réalisateur sur la scène du théâtre de Créteil, joue Charlemagne. Annie Dupérès est vue confier le rôle de Berthaud Grandpied. 3500 figurants locaux ont également été mobilisés pour les 14 semaines de tournage. Budget, 90 millions de francs. Nous n'aurions jamais dû commettre l'erreur de venir. Nous avons commis cette erreur. Devons-nous aussi oublier qui nous sommes? Des Francs. Oui. Une centaine. Confrontés à des milliers de morts impatients de reconquérir notre royaume. C'est ce que vous voulez. Battre en retraite, c'est une ignominie! Alors les 3 épisodes ont déjà été diffusés sur la RAI. Oui, il y a eu la Suisse d'abord, puis la Belgique, puis la RAI. Vous avez les scores d'écoute? En Suisse, ça a été remarquable, en Belgique aussi, et en Italie, les derniers, nous avons, non, c'est amusant parce qu'anecdotique, nous avons gagné la soirée contre Stallone et Ornella Mutis, qui était dans un joli couple pour les Italiens. Bon résultat. L'histoire à la télévision, c'est encore un terrain en friche, à votre avis? Moi, comme je suis chez vous, je dirais que, et si ça vous prenait aussi, non, l'idée, c'est que je pense qu'on va arriver à l'aube du 3e millénaire et que par la façon dont on enseigne à l'heure actuelle l'histoire par fragments et d'une façon cohérente, si on racontait aux Français, nous les Français, qui nous sommes depuis 2 millénaires et qui nous sommes devenus, on rendrait un sacré service à l'avenir. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Et vous travaillez déjà sur un autre projet de ce genre? Là, je suis sorti de l'histoire pour un moment, mais grandi dans la littérature et puisqu'il s'agit de Victor Hugo, et que pour Roger Hanin, je fais Jean Valjean en 3 épisodes, enfin Les Misérables dans les 3 épisodes, Jean Valjean, Cosette et Gavroche, et que c'est Roger qui tient le rôle et qui tiendra le rôle de Jean Valjean. C'est pour France 2 aussi? C'est pour France 2, décidément. Et c'est réalisé par?
Ah, c'est pas encore. Là, pour l'instant, vous en êtes à l'écriture. Absolument. Mardi matin, vous serez attentif aux résultats du Mediamat. Oui, je reconnais. Alors que je ne suis pas un fanatique, je pense que c'est un instrument de mesure dont on a fait un instrument de captivité de la qualité, mais je pense qu'on ne peut pas l'ignorer et qu'on doit aller au combat vaillamment en disant qu'est-ce qui nous sera arrivé mardi matin. Alors Charlemagne, ce sera l'événement des 3 prochaines semaines, donc premier épisode demain, lundi, à 20h45, 20h50 sur France 2. L'événement de cette semaine à la télé, il y en a eu plusieurs. On va commencer par les Jeux Olympiques d'hiver à Lillehammer. Comment travaillent les télés là-bas? Véronique Jacquinet, Pascal Hendrix et Eric Munch sont partis à Lillehammer sans accréditation et sans équipement. Ils nous ont envoyé une belle carte postale en couleur. C'est un autre regard sur les JO. Amis de la télé, bienvenue à Lillehammer. La température au sol est de moins 20 degrés. Nous vous souhaitons d'agréables Jeux Olympiques. Voici donc Lillehammer, la toute dernière station en vogue, véritable coqueluche de près de 2 milliards de téléspectateurs planétaires, avec ses supporters, son folklore, ses japonais. Lui, à gauche, c'est le maire de Nagano des Jeux Olympiques de 98, ses pistes et ses miradors, car malheureusement pour nous, depuis 16 jours et jusqu'à ce soir, l'accès de cette charmante petite ville est interdit à quiconque ne possède pas la fameuse carte d'accréditation. Nous fondant habilement parmi les autochtones, nous découvrons M. Barnier, ministre de l'Environnement, préparant pour la chaîne Eurosport son commentaire de cérémonie d'ouverture, comme l'aurait fait Léon lui-même. Oui, c'est une comparaison que... Enfin, je vous laisse la responsabilité. Mais j'ai pas voulu... J'ai beaucoup de sympathie pour les Anditons. On se ressemble pas franchement. J'ai eu la sensation d'avoir grillé notre seule chance de voir cette cérémonie d'ouverture du haut des pistes. C'est ainsi que nous échouâmes piteusement chez les Nissenlick Friesenberg, charmante famille lillehammeroise qui nous convia à la retransmission télévisée en VO. Le lendemain soir, alors que nous planquions au pied du bunker abritant les quelques 60 télévisions étrangères venues couvrir les JO, des amis de France Télévisions nous proposèrent de nous introduire dans la place. Elle a oublié son accréditation, Marielle Watchen. Je m'entends encore dire « Ah bah je vais lui donner, monsieur Drey ». Et c'est ainsi qu'on a pu aller partout. D'abord, on a visité les 700 mètres carrés loués par France Télévisions, qui répartissent sur France 2 et France 3 les 95 heures d'antenne des JO. Il paraît qu'ils sont 120 personnes là-bas à bosser 7 jours sur 7. Et ben nous, du coup, on est allés dans le couloir et sur qui on tombe? Roger Zabel. Il nous a fait visiter l'entrée des locaux de TF1. Voilà. Et c'est là, juste à côté, qu'on a retrouvé nos amis d'Eurosport, les seuls Français à retransmettre les JO 24 heures sur 24. Quelques centaines de mètres plus loin, à droite, on a trouvé la chaîne japonaise NHK. On est entré et ils nous ont tout expliqué. 今オンエア最中なので静かにしますが、彼がコメンテーター Bon, voulant faire bon effet, je lançais un konnichiwa. Bonsoir. Enfin, comme on avait faim et que c'était les seuls à avoir des réserves, ils nous ont offert du ravitaillement. Et c'est lesté de boîtes de soupe de nouilles que nous nous attaquâmes aux 4000 mètres carrés que représentaient les locaux de CBS, chaîne détenant l'exclusivité des Jeux pour les États-Unis. This is our transmission room. Traduction, voici la colossale de transmission. Faut dire que l'enjeu est important. Imaginez qu'aux États-Unis, le nombre de téléspectateurs pour la cérémonie d'ouverture fut presque équivalent à la population française. Et comme vous le voyez, les moyens techniques qu'a installé CBS dans ce bunker de Lillehammer sont bien supérieurs à ceux dont disposent la plupart des chaînes dans leur propre fief. Bon, on accélère le mouvement. Alors les plateaux maintenant, là il y en a 2. Watch your step. Oui, attention à la marche. Watch your step here. Et là, vous allez en voir 2 autres. Watch your step. Oui, on fait gaffe. Enfin, 2 heures plus tard et 4 kilomètres plus loin, n'en pouvons plus, nous tentâmes de trouver quelque hôtel où dormir. Quand soudain... You guys, to bed. Juste ce qu'on voulait entendre. Oh, il n'y avait plus de place. Et on s'est retrouvés dans la rue en plein concert à moins 20, en pensant que c'était quand même bien d'avoir essayé de faire un reportage sur les 5500 représentants de quelques 60 chaînes venus de tout pays en apportant 200 millions de dollars de matériel pour filmer 2100 athlètes venus s'arracher 115 médailles devant 2 milliards de téléspectateurs. Voilà, Lillehammer suite et fin. Cette semaine, jusqu'à mercredi, les chaînes américaines ont utilisé la rivalité entre les 2 patineuses, Tonya Harding et Nancy Kerrigan, pour en faire un véritable feuilleton télé avec audience à la clé. À New York, Laurent Saïm témoigne. Le 6 janvier, l'Amérique se réveille avec cette image. La belle Nancy, championne rêvée, est attaquée derrière ce rideau. Sa réaction, aussitôt filmée par une petite société de production, sera diffusée 1800 fois dans la semaine. Ses auteurs, 2 journalistes débutants, sont aujourd'hui milliardaires.
À un mois des Jeux Olympiques, l'affaire Kerrigan va devenir le feuilleton rêvé de l'actualité. En moyenne, chaque chaîne fera 16 sujets par jour sur la vie quotidienne de Nancy. En une semaine, 377 reportages sont proposés sur ce visage et les caméras mobilisées comme en temps de guerre sur les patins de la suspecte Tonya Harding. Des fidèles téléspectateurs viennent sur place soutenir Tonya, traquée par les journalistes. Regardez, il est 6 h du matin. No, out of my way! You just need to pay a $25 service call. I don't have it. You guys, will you go away? Please? Jesus Christ, get out of my way. You can sit on the other side if you want. Cet épisode de La Fourrière fera bien évidemment la une de tous les journaux le soir même. Et le lendemain, Tonya Harding, non dénuée d'humour, va répliquer ainsi. Vous remarquez son t-shirt, aucun commentaire. Et cette petite caméra fournie gracieusement par un magazine de télé, car Tonya est payée pour filmer son histoire, 10 000 francs par seconde diffusée. Sa rivale Nancy, elle aussi, multiplie les contrats. 3 films sur sa vie et 6 documentaires sont déjà en tournage. Et les publicitaires se l'arrachent. Nancy choisit donc la mieux payée, publicité pour un potage au poulet. You see, a meal with chicken noodle replenishes nutrients and helps give her the energy to keep going. Tonya, elle délaissée par les grands du marché à les faveurs de l'Amérique profonde. Un petit producteur et fan réalise ce clip en transformant une chanson des Beatles. Les chaînes, là aussi, se l'arrachent. And next thing you know, it's a hit. I've written a hit. Now, as long as Michael Jackson doesn't sue me for stealing a Beatles song, I'm fine. Mais le jour J, l'incroyable se produit. La finale n'est pas en direct. Les journaux télévisés condamnés aux photos. Le public forcé, lui, à écouter comme au bon vieux temps une retransmission à la radio. Car la chaîne exclusive CBS veut un maximum d'audience et donc de publicité. Pour les téléspectateurs, la finale ne débutera qu'à 20 h, soit 9 h après l'événement. Au même moment, la concurrence est réduite à de la fiction et réplique évidemment par un film sur cette si belle affaire. Si vous habitez dans l'Est de la France ou si vous avez le câble, RTL Télévision est une chaîne qui vous est familière. RTL Télé passe aussi au zapping. Restait à aller sur place, à Metz, pour voir. Sandrine Roustan l'a fait en profitant du voyage d'une nouvelle venue à RTL, Fabienne Egal, qui a fait ses débuts lundi dernier. Fabienne Egal adore les voyages et elle va être servie, puisqu'un week-end sur 2, le samedi très tôt, elle se rendra dans l'Est de la France, non pas pour visiter les environs, mais pour travailler. Et oui, le manège a tourné pour Fabienne. Après 18 ans de TF1, la une, c'est fini, mais la télé, ça continue. On va à Metz, on va au studio de RTL TV où je suis embauchée pour co-animer un jeu avec un jeune animateur qui s'appelle Thierry Guillaume. C'est un jeu qui passera du lundi au jeudi sur RTL TV, donc qui est sur le câble et sur le satellite depuis peu de temps. C'est le grand retour de Fabienne Egal à la télévision pour un nouveau jeu. Il aura fallu 3 heures de voyage pour retrouver RTL, une chaîne où elle est très attendue. D'ailleurs, dès ce soir, elle sera présentée au Lorrain dans le journal 40 minutes. Invité du 40 minutes, une semaine, Fabienne Egal, nouvelle tête et nouvelle star sur RTL TV. Fabienne Egal, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Première réaction à votre arrivée en Lorraine, il fait froid. L'arrivée de Fabienne Egal à RTL est un véritable renouveau pour cette chaîne de proximité. Il n'y a pas de neige. Notre chaîne est diffusée auprès d'un public de 4 millions de téléspectateurs et étant connue dans la France entière, eh bien, on pense qu'elle va nous aider à grandir et à grimper. Deuxièmement, je vous l'ai dit, on souhaite qu'elle nous donne de l'expérience et qu'elle donne à notre jeune équipe de l'expérience. Jeunesse et expérience, nouvelle devise pour la première chaîne du câble et pour emballer le tout, un nouvel habillage. On est à l'heure du relookage. Wow, assieds-toi. très luxe, boiserie. Très bien. Voilà. Présentation des nouveaux studios par Thierry Guillaume, son jeune alter ego pour double mixte avant le pilote du lendemain. Alors on a des petits récepteurs de contrôle, des petits moniteurs là. Ouais. Juste en face.
Extra, formidable. Je l'appelle maintenant ma moitié, elle arrive. Enfin, moitié... La voilà la moitié. Oui, la moitié, moi je te remercie, c'est pas parce que... Ah non, pas du tout. Pas bien égal. Le pilote est une répétition de ce que sera l'émission au final. C'est une maquette avec de faux vrais candidats, un public essentiellement composé d'amis. Avec de petits moyens mais une grande volonté, tout est réalisé dans les conditions du direct, en plateau comme en régie. Il s'agit de trouver l'équilibre entre la jeunesse et l'expérience, couple qui depuis une semaine, du lundi au jeudi à 18h, semble fonctionner. Ils n'ont pas l'esprit poussiéreux, ils ont envie de faire une télé qui marche et ils sont assez battants sans avoir le côté requin et ça me plaît. Ce sont eux qui m'ont choisi. À la limite, je trouve ça un peu flatteur parce que j'ai un peu dépassé la moyenne d'âge. Par rapport aux animateurs, je dois être certainement une des plus anciennes avec peut-être Marilyn Bergman qui fait 40 minutes. Je trouve ça sympa de pouvoir travailler avec des gens qui ont la pêche, quoi. Parce que moi, je pense l'avoir encore. On se retrouve après la pub avec Patrick de Carolis de M6, David Hasselhoff d'Alerte à Malibu, Fabrice Lucchini et Clémentine Sélarié pour les Césars et Flipper le Dauphin. Le générique de Zone Interdite a 1 an. Zone Interdite, c'est sur M6, c'est mensuel et c'est avec Patrick de Carolis. Patrick de Carolis dirige l'information sur M6 après avoir été à la 5 et sur TF1. Bonjour Patrick. Zone Interdite est un magazine d'information. En quoi est-il différent des autres ? Ah, il est différent des autres parce que d'abord il est le dimanche soir 1 fois par mois et vous savez combien l'information ces dernières années à la télévision était interdite le dimanche soir. Donc ce n'est plus une zone interdite, l'information le dimanche soir. En quoi il est différent aussi? Parce que c'est un magazine qui se fait en direct, en 90 minutes. 60 minutes d'image, 30 minutes de plateau, voilà. À peu près. Et puis un invité qui porte un regard sur la société. Il ne vient pas là, quand c'est un homme politique, parler de la politique, il vient parler de la société. Qu'attendez-vous de cet invité? Donc, qui parle de la société, qui ne fasse pas de promo. Les gens que vous recevez, c'est des gens connus pour la plupart et parfois moins connus? Voilà, tout à fait. Le dernier numéro, par exemple, nous avons présenté et reçu sur le plateau de Zone Interdite 2 directrices d'école, une du privé, une du public, parce qu'on avait envie de savoir ce qu'elles pensaient de la société, elles qui avaient l'avenir de nos enfants entre leurs mains. Donc c'est pas toujours des gens célèbres, c'est pas toujours des gens connus. Il y en a eu. Il y a eu Jacques Chirac, mais quand ils viennent sur le plateau, ils viennent pas parler de leur domaine, ils viennent parler de la société en général. Alors l'audience? L'audience, eh bien, nous sommes à un peu plus de 2 millions en moyenne chaque fois que nous présentons cette émission de téléspectateurs. Ça représente 10 points d'audience. Sur 100 personnes, il y en a 10 qui nous regardent, qui préfèrent regarder une émission d'information qu'un film. La périodicité mensuelle pour la fidélisation, c'est un petit peu plus difficile qu'une hebdo? C'est plus difficile qu'une hebdo, effectivement, mais je crois que c'est un bon rythme pour un directeur de l'information qui doit aussi s'occuper de certains autres magazines, qui doit aussi s'occuper de l'information quotidienne et des décrochages locaux. Vous savez que M6 a développé depuis quelques années l'information de proximité. Il y a combien de décrochages régionaux? Il y en a 7. Il y en a 7 et nous allons en ouvrir 2 autres courant avril qui seront Nancy et Grenoble. Nous préparons également Rennes. Nous étudions d'autres régions de France comme Strasbourg. C'est vraiment important. On s'est rendu compte que les gens attendaient beaucoup de cette information de proximité. Les résultats sont là, ils font en moyenne 25% d'audience chacun. Alors là, c'est concurrence frontale avec France 3. C'est concurrence frontale, oui, avec frontale non parce que nous ne sommes pas aux mêmes horaires, mais en tout cas nous mettons fin au monopole de l'information de proximité qu'avait France 3. Est-ce que la semaine dernière, je change un petit peu de sujet, puis on reviendra à M6, on reste d'ailleurs avec M6, mais est-ce que vous étiez à Dance Machine à Bercy? Alors moi je n'y étais pas personnellement, tout simplement parce que j'étais en Afrique du Sud pour préparer une future zone interdite, mais je sais que ça a formidablement bien marché, ça a réuni à Bercy plus de 17 000 jeunes, et puis en termes d'audience, ça fait 2 millions de téléspectateurs à la première diffusion, parce qu'il y a eu multidiffusion. Ouais. C'était la plus grande discothèque du monde à Bercy pour le numéro 2. C'était présenté par Jill Hamilton, Laurent Boyer et Hervé Noël. Compte rendu de l'éternel teenager de Télédimanche, Michel Royer. 4, 3, 2, 1, ferme la boutique. Samedi 12, 19h30, dans la régie vidéo du Palais Omnisport de Bercy. Anne-Dore Palmowski donne le top de la répétition générale de Dance Machine 2, un show vraiment pas comme les autres. Il est rare en effet que M6 produise un direct de 2 heures, ici pour un plateau d'une quinzaine de groupes classés dans les divers Top Dance.
9 caméras, des kilos et des kilos de son et de lumière, une bonne centaine de techniciens et autant d'agents de sécurité. Ce sont les derniers moments de calme à Bercy, car dehors, 4 heures avant l'émission, ils et elles sont déjà là, tout juste réchauffés par notre présence. Ils et elles, ce sont ces milliers de kids qui, contre 140 francs et pour la seconde fois en un an, répondent à l'appel de M6 et de Fun Radio pour remplir la plus grande discothèque du monde. Il est presque 10h et les DJ chargés de chauffer l'ambiance n'ont pas trop de mourons à se faire. C'est chaud, chaud, chaud. Jugez vous-même. C'est génial. C'est fantastique, quoi. Tu te dis, bon, c'était 15 ans, quoi. Et eux s'éclatent. Je peux t'assurer qu'eux vont s'éclater. Ils sont là pour ça. C'est vachement agréable. Donc moi, ça m'amuse. En plus, ça m'excite. J'adore faire un truc devant plein de gens, devant un gros public. C'est vachement fort. Tu as un feedback qui est très très fort. Exemple de feedback, nous sommes montés sur scène. Fabuleux. Je n'entends pas très bien, vous pouvez répéter? Combien il y a de personnes? Et vous voyez bien, c'est plein, je pense qu'ils sont 16 000 ou 16 500. Pardon. Moyenne d'âge entre 13 et 17, une majorité de filles et très peu de parents. On s'arrête plus. Dans 10 minutes, l'hôtel. C'est pas de l'ambiance, ça. C'est pas de l'ambiance, ça. Quoi? Regarde, on commence. Ça, c'est le bac. Ça, c'est bac, ça veut dire ça, c'est derrière la scène. Pour M6, c'est une grande fête et on veut donner l'impression aux téléspectateurs qu'ils peuvent faire la fête ensemble. Alors il y a ceux qui sont venus, ils sont nombreux, et puis il y a ceux qui sont restés chez eux, qui font la fête devant leur téléviseur et qui peuvent la faire 2 fois puis si on le rediffuse. Come on! Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Come on! J'ai quand même eu du mal avec ma cravate à pénétrer dans les lieux, mais j'aurais été déçu qu'on me refoule parce que c'est absolument magnifique. Magnifique, les gosses sont fous de joie. C'est tout à fait emblématique de ce qu'on veut faire ici, sur la 6. C'est une soirée qui nous ressemble, voilà, je ne peux pas mieux vous dire, et on en fera d'autres. Alors en attendant dans ce Machine 3, qui ne saurait tarder, ils et elles se sont éclatés de la sorte, bien après le direct, jusqu'à 6h du matin, horaire de sortie rendu obligatoire par la préfecture, car correspondant à l'ouverture des premiers métros. Alors, nous revenons au reportage. Le reportage télé a beaucoup changé par besoin d'audience, semble-t-il. On voit plus de reportages sur ce qui est marginal, ce qui est violent, ce qui est croustillant, que sur le fond du problème. Est-ce que vous suivez, vous aussi, cette dérive? Non. Non, parce que je pense que c'est pas ce qu'il faut faire. Je pense que nous, on travaille sur un autre terrain. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Moi, je peux parler de ce que l'on fait. Ce que l'on fait, par exemple, dans le prochain numéro. Mais vous regardez ce que font les autres aussi. Tout à fait. Ouais. Mais je me garde bien d'en parler. Ce que je veux dire là-dessus, c'est que, par exemple, dans le prochain numéro de Zone Interdite, nous allons donner la parole. Nous allons présenter 4 sujets qui ne sont pas des sujets violents, qui ne sont pas des sujets racoleurs, comme l'on dit. Par exemple, nous sommes allés au Bangladesh rencontrer la seule femme qui soit frappée par une fatwa d'imam. Cette femme, c'est Taslima Nasrin. On va enfin lui donner la parole. Elle a 31 ans, elle est le roujdi féminin. C'est aussi ça, ce que l'on veut faire avec Zone Interdite, et pas du tout du racolage. Je pense que les téléspectateurs aujourd'hui ont besoin de sens, de trouver du sens au reportage qu'on leur propose. Bien, merci Patrick. Je vous invite à voir maintenant une chaîne de télé française qui s'appelle Téléforce Jeunes. C'est une chaîne pirate. Sandrine Rostand a débusqué près de Toulon une équipe de télé qui émet dans la clandestinité avec 3 fois rien. Téléforce Jeunes est une télévision pirate, c'est-à-dire illégale, qui existe sans l'autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Dans ses studios de fortune, cachés quelque part dans la ville de Seine-sur-Mer, la chaîne produit clandestinement ses propres programmes. Voilà, une fois de plus, Téléforce Jeunes, qui est une télévision pirate, intervient directement chez vous. Peut-être que demain, vous n'aurez pas ce privilège. Eric est encore étudiant. Il est à la fois le caméraman, l'animateur et le producteur de la chaîne. Ses programmes sont diffusés tous les jours de midi à 14h. Jean-Pierre, informaticien au chômage, habitué aux télépirates, est venu l'aider dans un but précis. Notre but, c'est de faire passer un message. C'est d'une part de dénoncer le monopole de la télévision, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une véritable décentralisation de la télé. Bon, on peut faire référence à l'Italie, où il y a plus de 500 chaînes de télévision locales. En France, c'est pas le cas. Donc on peut dénoncer ça. Et puis aussi, c'est un moyen de s'exprimer, de donner la parole aux gens. Le matériel de la télévision, c'est du matériel qui nous appartient. C'est du bidouillage. On a acheté ça à la FNAC, on nous a fourni, on se débrouille. Ici, un magnétoscope qui sert au montage, qui est utilisé en lecture. Celui-ci, c'est le magnétoscope d'enregistrement.
c'est lui qui enregistre toute la séquence prise par la caméra, etc. Une table de mixage pour gérer le son des micros et le magnétophone qui permet d'envoyer les sons du générique. L'émission enregistrée aujourd'hui La Magie, le matériel est transporté dans les collines. Présentation en direct et diffusion pirate sur l'ex-canal de la 5. C'est la cité qui est visée et Toulon-Ouest. Ça se voit, elle est assez imposante. Il y a combien d'habitants environ? 20 000 habitants dans cette cité. Ah, c'est le groupe électrogène? Ça, c'est notre alimentation, ouais. Mais c'est pas impératif, on a déjà fonctionné avec l'allume-cigare, mais il y a une perte de gain, donc on préfère s'alimenter sur du 220. Jean-Pierre, oui, il faut y aller parce qu'il risque de pleuvoir. 3, 2, 1, top! Voilà, une fois de plus, je l'espère, vous êtes sur l'ex-canal de la 5 aux heures d'inoccupation d'Arte, c'est-à-dire à 1h, nous sommes en direct depuis... Et voilà, ça fonctionne. Pour vérifier la bonne réception de cette télévision en herbe, Jean-Pierre laisse sa caméra à un troisième comparse pour nous conduire fils à fils chez un téléspectateur. Constat, ça grésille, mais ça marche. Est-ce que vous pensez que l'idée d'avoir des télés locales libres? C'est une très bonne idée, surtout au niveau régional. Ça ne peut apporter que quelque chose de... Ça ne peut apporter qu'un plus au niveau de la région, au niveau de la Seine, entre autres. Nous sommes en direct en tant que groupe électrogène. Ouais. Voilà, le direct où on montre mon émetteur. Voilà, c'est la deuxième fois qu'on vous diffuse, je ferme la porte. C'est la deuxième fois qu'on vous diffuse ce reportage, cette émission consacrée à la magie, il y en aura d'autres. Maintenant, c'est aussi à nous à informer les téléspectateurs, c'est-à-dire à aller chez eux, taper à la porte et très amicalement, voilà, vous pouvez regarder une chaîne. Voilà quoi. C'est très amical. Oui. Une télé porte à porte, pourquoi pas, reste à convaincre le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Au niveau juridique, on risque une amende de 6 000 à 500 000 francs. Et moi, personnellement, sur Nice, j'ai pris une amende de 15 000 francs. Mais étant donné que je ne suis pas solvable, donc je ne paye pas. Téléforce Jeune se résume à du matériel de récupération, un parapluie pour les mauvais jours, une colline, un émetteur, une vraie petite télévision en kit. C'est facile, c'est pas cher, mais attention, ça peut coûter gros. Alors, autre événement télé de la semaine après les Jeux de Lillehammer, les Césars, c'était hier soir avec sur Canal, pas d'animateur télé pour présenter la 19e soirée les Césars. C'est Fabrice Lucchini et Clémentine Célarié qui ont accepté le poste de présentateur pour un soir. Nous les avons suivis tous les deux. D'abord Clémentine avec Bernard Briançon. Alors ta caméra, c'est la grosse. Oui, bonsoir. Donc tu lances tout de suite les 5 meilleurs films en compétition sont... Je pète et puis je fais mon truc. Et ensuite tu viens pendant la... Clémentine Célarié, une comédienne ou plutôt une nature. Avec sourire, elle exprime des gestes ou prononce des mots d'enfant. Mais derrière ce clown d'apparence et cette légèreté de façade, il y a de la tension au moment où elle se prépare à présenter les Césars. Applaudissements, etc. Je suis une fille, enfin une femme, et j'ai le plaisir d'accueillir... Dernier réglage, le style et le parti pris sont à la simplicité. Romaine Doringer et Elsa Zipperstein. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout rendu un peu plus, peut-être un peu moins dérisoire, un peu plus lisse, comme on dirait. C'est pas péjoratif, mais peut-être un peu plus neutre. Première décision après la répétition, donner plus de rythme à l'animation. Boire un coup, un triple whisky. Avec Michel Denisot, directeur artistique, et Laurent Chalumeau, auteur des textes, les interventions de Clémentine sont raccourcies. Au long de la soirée, les voici. Dans le passé, on a souvent reproché au César d'être une cérémonie de la lenteur. Vous avez retaillé un peu les textes? Il n'en reste plus que la peau et les os. Des 20 dernières années, c'est plus joli, je trouve. Oui, tout à fait. Je pensais dire un truc, je te le dis pas. Non, mais un tout petit mot, bon bref. Voilà, donc les 5 nominations pour le meilleur film sont Bleu de Christophe Kieslowski. Ah oui, bonjour. Bonjour. C'est très bien, bonjour. Ah merci, merci. Je sais pas, on va le voir à 5 heures. Oui, j'ai serré la main. T'as vu, vous arrivez toute prête. Oui, j'arrive. Il m'a touché. Je connaissais pas. Ah, vous ne pouvez pas, elle est fatiguée. Allez, va-t'en. Je mets ma bague et je pète un coup, je dis bite. C'est formidable. L'antenne dans 5 minutes. Oui. Violette. Oui, je suis actrice, oui. Et à la fin, que pense-t-elle de sa prestation? Ce que maman et papa vont me dire. C'est ça le principal. Et mes enfants. Voilà, au revoir.
Quant à Fabrice Lucchini, il a effectué un véritable marathon, un autre voyage au bout de la nuit, un voyage commencé en début d'après-midi. Film et explications avec Alan Rothschild. Bonsoir messieurs. À quelques heures du début de la cérémonie des Césars, le service d'ordre déployé devant le théâtre des Champs-Élysées est imposant. Une manifestation d'intermittents du spectacle se prépare. Leur objectif est de perturber la fête du cinéma. Avant de co-animer avec Clémentine Célarié la remise des Césars, Fabrice Lucchini doit interpréter en matinée Voyage au bout de la nuit de Céline. Cette pièce, dans laquelle il triomphe depuis le 23 novembre dernier, se joue dans le studio des Champs-Élysées, une salle située au 5e étage dans le même bâtiment. Comment tu vas? Bien. Donc pas de bruit là. Parce que le moindre bruit, je l'entends sur la scène. Je m'installe. La pièce intimiste peut démarrer, mais au même moment, dans la rue, les manifestants mettent la sono à fond. L'ambiance feutrée et recueillie de la petite salle de théâtre voisine est brisée par une musique incessante. Fabrice Lucchini ne peut plus se concentrer et est obligé d'interrompre la représentation. Bon, ben alors voilà la nouvelle, c'est un son et lumière extérieure. Qui peut dire combien de temps ça va durer? Pourquoi les CRS, dit-il vachement réactionnaire, pourquoi les CRS n'arrêtent pas? Pourquoi il n'y a personne dans ce théâtre? Heureusement, ce théâtre a la chance d'avoir une 3e salle au 2e étage, plus grande, mieux insonorisée. Fabrice Lucchini, après avoir déplacé les 256 spectateurs, il terminera sa représentation et il triomphera. Changement de costume et course dans les couloirs du bâtiment pour rejoindre la salle des Césars. Tout de suite, je viens jouer dans 1h30. J'espère qu'il n'y aura pas de drame. Quelques minutes plus tard, sur la scène du Grand Théâtre où se déroule la cérémonie, Fabrice Lucchini se voit remettre le prix du meilleur acteur second rôle. Est-ce que j'ai pas fait? Mesdames et messieurs, la liste des 10 films pendant ces 20 dernières années ont été choisis par qu'il faut parler. ceux qui ont fait, comme on dit. La plus grande des récompenses, c'est d'avoir la chance de pratiquer ce métier. C'était parfait, arrête, c'était super, parce que toi, vraiment. Quelques instants pour se remettre de ses émotions avant de présenter la dernière demi-heure des Césars. Fabrice, je t'aime. Fabrice, viens. Fabrice. Moi, j'ai joué à 18h, 1h45, et que je retourne jouer, que le public est là, à la Comédie des Champs-Élysées. Je vais jouer maintenant. Et je voudrais qu'on m'emmène dans le théâtre, parce que sinon les gens vont pas. Deuxième représentation du Voyage au bout de la nuit. Ovation du public. Oh là là. Je sais pas comment j'ai fait, celle-là. Je sais pas comment j'ai fait. Ah, je sais pas comment j'ai fait. Bon. Nous terminons avec deux stars de séries télé, David Hasselhoff, Monsieur K2000 et Alerte à Malibu. Il sera là dans 3 minutes. Et Flipper le Dauphin. S'il n'y a qu'un David Hasselhoff, en revanche, il y a eu plusieurs flippers et leur vie a plutôt ressemblé à un enfer. Pour la première fois, l'ancien entraîneur des flippers parle, propos recueillis par Laurent Saïm. Flipper, le poisson le plus célèbre au monde. Depuis 25 ans, la vedette incontestée de l'audimat, car personne ne résiste bien sûr au sourire et aux galipettes de ce dauphin roi de la télévision. En réalité, Flipper n'était pas un dauphin, mais 6 cousins se relayant à coups de nageoire dans le feuilleton. Tous élevés avec amour par cet homme, Richard Aubery, entraîneur de poissons. Richard Aubery, le voici, ruiné 25 ans plus tard par la mort des flippers. Tous sont morts dans ses bras, épuisés lors des tournages. Depuis, Richard a changé sa vie et avec ce camion, il parcourt le monde entier pour lutter contre l'exploitation des dauphins dans le monde du spectacle. Il ne peut plus voir un épisode de Flipper sans pleurer et se confesse ici publiquement pour la première fois. When the show ended, we should have bought the dolphins and set them free, returned them to their families, and I regret that now. Flipper was a kind of lie. Flipper was a freak. He was a cartoon character. He wasn't real. Flipper did not represent a dolphin any more than Mickey Mouse represents a mouse. Flipper was
the best and the worst thing that happened to dolphins. On the one hand, it made people aware of dolphins. On the second hand, it created this billion-dollar industry which created thousands of captures and suffering, and so it was the best and the worst thing that happened to dolphins. Alors qu'Hollywood travaille aujourd'hui à la suite de Flipper et se refuse à tout commentaire, Richard libère tous les dauphins opprimés. Il a fêté ainsi ses 54 ans en sauvant cette vedette d'une série brésilienne. Il rêve toujours de Flipper, mais espère qu'au paradis, les dauphins le regardent et lui pardonnent. Pour terminer ce Télédimanche, nous avons la chance de recevoir David Hasselhoff. David Hasselhoff, vous le savez, c'est la star de K2000 et d'Alerte à Malibu. Nous ne recevons jamais de stars de séries télé américaines dans cette émission, car elles ne viennent jamais à Paris. David Hasselhoff, bonjour et merci. Pourquoi êtes-vous à Paris? Eh bien, je suis là pour en fait être juge pour un concours où une petite fille soit choisie pour chanter avec moi. En fait, on va chanter une chanson que j'ai écrite moi-même, traduite par Pierre Gross en français, et je chante pour la première fois en français. Vous connaissez déjà, vous avez en mémoire le texte en français? Je savais que vous alliez me demander ça. Au ciel brille l'étoile, it's the name of the song. Très bien. Et il y a une limite pour Alerte à Malibu, le nombre d'épisodes, ça s'arrête à 100 et après ça recommence. Ou vous arrêtez pour chanter? Ce que je ferai probablement, c'est d'ici 2-3 ans, je sortirai de la télé pour faire ce que je veux, à savoir la musique, le théâtre. J'ai envie de jouer dans Les Misérables, faire du théâtre sur les planches. C'est là où j'ai commencé. Mais il est difficile de quitter Alerte à Malibu. C'est l'émission numéro 1 partout dans le monde. On va être en Chine la semaine prochaine. 700 millions de personnes en Chine qui regardent Alerte à Malibu. C'est complètement dingue. Donc je ne peux pas quitter ça comme ça. Donc au moins 3 ans encore. Est-ce que votre cachet dans Alerte à Malibu est indexé sur les ventes à l'étranger? C'est basé sur en fait, tout le package, environ 80 pays. Et l'argent, bon, je suis un peu propriétaire, je suis producteur, je suis en fait un producteur un peu réticent. J'ai trouvé des partenaires, on a voulu que l'émission continue car j'étais au chômage. Après K2000, il n'y avait pas beaucoup d'offres. J'étais tellement stéréotypé en tant que Michael Knight. Mais maintenant que je suis un peu propriétaire de l'émission, producteur exécutif, en fait, les revenus de Baywatch, bon, ça viendra, mais plus tard. Comment mesurez-vous votre popularité en France? Comment la percevez-vous? Comment ça se passe quand vous êtes dans la rue? C'est drôle. Des filles crient. Aujourd'hui, en voiture avec mon chauffeur Philippe, pour aller au studio pour enregistrer, on était à un feu rouge et il y avait des filles qui passaient, waouh! Elles commençaient à crier et quand on est parti, on les entendait encore de pâté de maison de là. Donc parfois c'est assez marrant. Et dans le monde entier c'est comme ça? Oui, tout partout. Le seul endroit où c'est pas comme ça, c'est chez moi, dans mon quartier, car on a l'habitude de voir mon visage, quoi. S'en foutent. Merci d'être venu à Télédimanche, David Hasselhoff, et bonne carrière de chanteur. Et puis on vous retrouve, c'est sur TF1, dans Alerte à Malibu en France. Merci beaucoup et bonne chance avec votre équipe de foot. Je suis un grand fan, moi aussi. Merci beaucoup. Dans un instant, la semaine des Guignols. Océanique par Nokia, les nouveaux horizons de la télévision.